Chers amis de Haïba FM, chers lecteurs de la page Facebook de Haïba FM, assalamu alaikum. Comme la semaine dernière, nous nous retrouvons aujourd'hui avec monsieur Aboubakar Ben Saïd Salim pour continuer notre série d'émissions sur l'avenir de la langue française aux Comores, tiré de l'essai qu'il a écrit. Un essai, je rappelle, qui est inédit parce qu'il n'a pas été publié en 2017. La semaine dernière, nous avons parlé des causes politiques qui ont entraîné ou engendré la situation actuelle de la langue française ici aux Comores. Aujourd'hui, nous allons vous parler des causes économiques que M. Aboubakar Ben Saïd Salim va vous détailler avec des exemples, des illustrations à l'appui pour permettre de mieux comprendre un petit peu l'évolution de l'usage de la langue française, une langue comme je vous l'ai dit la dernière fois que nous avons hérité de la colonisation, mais aussi une langue qui est la langue administrative de l'Union des Comores jusqu'à aujourd'hui, une langue qui est utilisée donc dans l'éducation de nos enfants et que nous sommes supposés utiliser dans les actes officiels et quotidiens dans notre pays. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas notre invité dans le cadre de cette émission, M. Aboubakar Ben Saïd Salim est professeur de français, aussi écrivain. Je pense que beaucoup d'entre vous ont lu pas mal de ses livres, chroniqueur, à la fois pour des radios mais aussi à la télévision nationale, et a été secrétaire général de l'Assemblée nationale à un moment et aussi secrétaire général de ministère. Sans trop tarder, nous allons entrer dans le vif de notre émission qui est l'avenir de la langue française aux Comores. Monsieur Aboubakar, la dernière fois vous nous avez parlé des causes politiques et que vous avez très bien expliqué. Aujourd'hui, on va parler des causes économiques. Causes économiques pour le destin d'une langue, vous nous expliquez un petit peu? Oui, tout d'abord, il faudrait rappeler que la cause fondamentale de la colonisation, de l'esclavage et de la colonisation et de l'esclavage a été essentiellement économique, puisque lorsque l'Occident s'est suffisamment développé en matière donc d'industrie et qu'ils ont par là même mis en place la vapeur, n'est-ce pas, la force de la vapeur, ils ont eu besoin d'écouler leurs marchandises et en même temps de trouver d'autres marchandises, n'est-ce pas, qui allaient enrichir leur économie et leur industrie. Donc, ça, c'est un axe important à comprendre, qu'il n'y a pas de politique sans économie, hein, et que souvent, les décisions des États forts sont basées sur des objectifs économiques qui se maquillent souvent en objectifs diplomatiques ou politiques. Donc, concernant notre pays, il faut voir que il y a eu un phénomène au départ que nous avons expliqué en tant que cause politique, qui était l'indépendance unilatérale et le coup d'État qui a suivi et qui ont entraîné le départ de Mayotte, donc la sécession de Mayotte. Donc je ne reviendrai pas beaucoup là-dessus, mais cette séparation de Mayotte a aussi un aspect économique. Pourquoi? Parce que on parle d'un développement assez extraordinaire de Mayotte pendant ces 10 dernières années, ou bien ces 2 décennies, disons, ces 20 dernières années. Et ce développement n'a pas été possible pendant 130 années de colonisation de toute l'archipel. On peut se demander pourquoi. Pourquoi ce qui a été fait en 20 ans en Mayotte n'aurait pas pu se faire en 130 ans et quelques donc dans les autres îles. Faut-il rappeler que le général de Gaulle, en 1958, lorsqu'il a fait
son périple pour le oui à son référendum, avait promis à la délégation comorienne de faire de l'archipel des Comores, n'est-ce pas, la perle de l'océan Indien. C'est l'expression. Et malheureusement, la politique gaulliste qui a suivi après la mort de De Gaulle et de Pompidou, eh bien, a fait tout à fait l'inverse. Pourquoi? Pour des raisons internes, comme on l'a expliqué la dernière fois, de rivalité entre Giscard d'Estaing et les barons de la droite française, les Debré et autres. Bon. Alors, quel est donc l'aspect économique de Mayotte? Eh bien, nous allons retenir aussi le déplacement de la capitale. Ce déplacement de la capitale a été le déclencheur et a été en même temps voulu, n'est-ce pas, par les autorités coloniales de l'époque, et notamment un certain Savigny qui était adjoint, n'est-ce pas, du résident, et qui a manipulé les députés locaux à l'époque pour accepter de faire une résolution sur le déplacement de la capitale. Dès que cette résolution a été adoptée, il est parti à Mayotte pour ameuter donc le MPM et les autres forces politiques en disant voilà, la Grande Comore, les grands Comoriens veulent vous voler la capitale et bien entendu, vos femmes vont être abandonnées parce que les maris vont travailler là-bas et sur le plan économique, donc, vous allez devenir pauvres puisqu'il n'y aura plus d'activité. Eh bien, si on analyse un peu le processus de déplacement de la capitale, il faut retenir que c'est vrai que la capitale à Dzaoudzi était impossible à maintenir, puisqu'il n'y avait pas suffisamment d'espace sur le rocher pour agrandir la capitale. Mais ils auraient pu le faire à Mamoudzou, comme ils l'ont fait maintenant. Mais ils ont commencé par aller à Anjouan, demander, n'est-ce pas, aux colons qui étaient là-bas et qui faisaient un peu la pluie et le beau temps, d'accepter que la capitale se mette à Patsy. Mais les colons ont refusé en disant non, si la capitale s'installe ici, ça veut dire qu'on va détruire nos plantations de sisal, de girofle, de tout ce que nous produisons pour notre économie agricole. Donc, ils ont mis en échec cette idée de déplacer la capitale en juin, et finalement, c'est là où ils ont manigancé ce déplacement à la Grande Comore. La raison qui est donnée souvent, c'est que, eh bien, il y avait le législatif à Mayotte et l'exécutif à Angazidia, c'était pas possible, il fallait rapprocher. Mais ça, même dans un pays énorme comme la RDC ou la Russie même, eh bien, on pourrait imaginer ça. Mais un pays où entre Mayotte et la Grande Comore, il y a à peine une quarantaine de minutes en avion, comment peut-on dire que c'est une raison pour créer tout ce problème? Bref, donc la capitale a été déplacée à la Grande Comore. C'est vrai qu'ils avaient promis aussi beaucoup de choses, notamment l'installation de la barge, notamment un budget de compensation à Mayotte pour rattraper un peu tout ce qui a été détruit, ou disons tout ce qui a été le manque à gagner par rapport à la capitale, mais rien n'a été fait. Et donc, ça fait que ça a renforcé, n'est-ce pas, l'ambiance, ça a renforcé l'esprit séparatiste et en même temps, qui était déjà dans l'air, bon, il y avait l'esprit séparatiste depuis les années 48, mais en tout cas, cela est venu donner de l'eau au moulin au séparatisme mahorais de l'époque. Bien, et une fois la capitale installée ici, eh bien, ça n'a pas non plus développé tellement la Grande Comore. La preuve, c'est que ce qui se faisait, c'était des routes pour les gens qui avaient des voitures à l'époque, il n'y avait pas nombreux. C'était l'électricité en Moroni pour que, effectivement, les administrateurs et le gouvernement puissent au moins voir clair. Et bien entendu, sur le plan industriel, il n'y avait rien. Pourquoi il n'y avait rien sur le plan industriel? Parce que la monoculture, qui est liée souvent à la colonisation, si on regarde le cas du Gabon par exemple, donc
sont tous engouffrés dans le bois, qui était l'industrie la plus facile à l'époque. Il n'y avait pas encore de découverte de pétrole. Ben, ici, c'est pareil, hein, ils ont mis tout le paquet sur des monocultures de produits de rente, disons, qui allaient être exportés hein, en leur faveur, avec le bois, avec le girofle, avec la vanille, avec les plantes à parfum. Donc, tout cela a empêché la naissance d'une bourgeoisie nationale qui aurait pu, à la longue, disons, investir dans l'industrie ou dans une industrie agricole, agroalimentaire. Donc, le fait que la bourgeoisie de l'époque était essentiellement basée sur les cadres intellectuels qui servaient surtout donc la colonisation, en étant dans les bureaux, en étant interprète, ou en étant même ministre ou cadre après dans la période de l'autonomie interne. Hein. Donc, il n'y a pas eu de naissance d'une bourgeoisie locale qui aurait pu donner l'espoir d'une industrialisation ou en tout cas d'un investissement en masse, n'est-ce pas, dans des activités rentables de développement. Donc, cela, vous me direz, quel est le lien avec la langue? Eh bien, j'allais poser la question. Voilà, eh bien, le lien économique et l'usage de la langue. Donc, le lien économique, c'est que, vous savez, quand les gens sont pauvres, hein, quand les gens n'ont pas suffisamment à manger, quand les gens vivent dans un pays où les lendemains sont incertains, eh bien, ils ne s'occupent pas de culture, ils ne s'occupent pas de langue, hein, ils s'occupent, n'est-ce pas, de savoir ce qu'on va manger demain ou ce qu'on va manger aujourd'hui. Donc, cela a permis aux gens, notamment à la population en général, de ne pas s'occuper du secteur culturel ou encore linguistique. Hein. Ils s'en foutaient complètement que vous parliez russe, allemand ou français ou anglais. Pour eux, l'essentiel, c'est le ventre. Hein. Et d'ailleurs... Est-ce que ça expliquerait justement le fait que les Comores, jusqu'à aujourd'hui, on a un bilinguisme, c'est-à-dire le français, il y a une partie de la population qui est de culture française et une autre partie qui est de culture arabe. Est-ce que c'est cette situation économique instable qui a fait que le français n'a pas su gagner l'ensemble de la population comorienne malgré le fait que l'école, en tout cas l'école héritée des Français, se fasse en français? Oui, on peut y trouver effectivement des causes ou des raisons de l'abandon de la langue, parce que pourquoi les gens sont partis dans d'autres pays apprendre? Parce que, d'abord, quand la France a arrêté d'accorder des bourses, donc après l'indépendance, hein, donc ça veut dire qu'il y avait très peu de familles qui pouvaient envoyer leurs enfants étudier en France, tout simplement, en France. Et puis, il y a eu, avec l'indépendance, cette possibilité de relations diplomatiques avec beaucoup d'autres pays, donc les pays arabes, les pays asiatiques, et les pays soviétiques, etc., hein, et qui ont offert donc des bourses pour des étudiants qui n'avaient pas les moyens. On se rappelle que quand Ali Soali a pris le pouvoir le 3 août, eh bien, les mois qui ont suivi, il a envoyé une délégation de ces gens pour convaincre les étudiants qui étaient déjà en France de ne pas pas rester là et d'aller étudier en Algérie, en Hongrie ou ailleurs. Donc, il y a certains qui sont partis et d'autres qui sont restés. Donc, il est vrai que le fait que le pays n'a pas eu un niveau de vie suffisamment acceptable pour permettre aux familles, du moins qui le voulaient, d'envoyer leurs enfants étudier à l'école, quelque part, eh bien, c'est parmi ces raisons-là qui a fait que les gens ont appris la langue du pays où ils allaient, hein, l'arabe, le perse, le russe. La dernière fois, j'ai écouté notre ami Bolero qui parlait russe comme Poutine, hein, dans la conférence du sommet. Hein. Voilà, donc voilà le lien, en gros, entre un sous-développement, n'est-ce pas,
permanent des Comores et l'abandon de la langue française. Et en plus, le phénomène que nous avions décrit la dernière fois, mais il faut insister parce que c'est très important, c'est que même ceux qui continuent à utiliser la langue française, soit dans l'administration, soit dans leur discours, etc., eh bien, ils ne la maîtrisent pas non plus. Parce que, effectivement, ils font un mélange j'ai entendu Aïba la dernière fois qui était en train d'insister sur le conditionnel, n'est-ce pas, qui a été utilisé par le directeur de cabinet pour dire que ce sont eux qui devraient. Hein. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même une nuance entre un conditionnel et un autre temps qui montre la responsabilité et la nécessité de l'action. Donc, à ce niveau-là, hein, donc de responsabilité, lorsqu'on fait ces genres de confusion en français, ça risque vraiment de poser problème. Et voilà comment ce lien entre la situation économique et la situation linguistique hein, a pu jouer. J'avais une question, je voulais revenir un petit peu vers la fin de l'émission passée, puisqu'on avait parlé de l'indépendance unilatérale et du régime Ali Soali avec cette volonté d'introduire la langue comorienne dans l'administration, et donc de l'après avec Ahmed Abdallah. Et est-ce que l'État comorien, le jeune État comorien nouvellement indépendant, s'était assez préparé pour la relève dans l'enseignement? Ou est-ce que cette impréparation par rapport à la relève dans l'enseignement, puisqu'il y a eu une période où il y a eu des enseignants coopérants jusqu'à même au collège, parce que le pays ne disposait pas, c'est-à-dire après le départ des colons, le pays ne disposait pas d'assez d'enseignants pour l'éducation nationale. Est-ce que ça, c'est pas un facteur aussi qui a fait que il y a cette perte d'influence ou cette faiblesse au niveau de français qu'on retrouve aujourd'hui? Oui, on peut dire que la situation de l'indépendance unilatérale et du coup d'État d'Ali Soali qui s'en est suivi quelques semaines ou quelques mois, même quelques semaines après, eh bien, n'a pas permis une réflexion de l'après-indépendance. Comme je l'ai dit aussi la dernière fois, l'idée d'indépendance, à partir des années 70, avec justement les accords du 15 juin, eh bien l'idée d'indépendance, c'était essentiellement le départ des colons. Colonna Laoué. Donc, et avec ce slogan, on s'est retrouvé, lorsque le colon est parti, eh ben, gros gens comme devant, comme on dit, bon, on ne savait pas quoi faire. Donc, on a hâtivement essayé de recoller les morceaux en reprenant, n'est-ce pas, le NES, etc., quand Ahmed Abdallah est revenu. Mais malheureusement, les cadres qui ont été formés pendant la période d'Ali Soali, la plupart ne sont pas revenus. Et ceux qui sont revenus, eh bien, se sont recyclés puisqu'ils ont continué à étudier et ont eu, n'est-ce pas, des diplômes qui les ont permis d'aller plus loin, ailleurs. Donc, cela a fait que les coopérants qui étaient venus ici donc, étaient des coopérants francophones et pour la première fois, on a vu des phénomènes qui continuent jusqu'à maintenant, une proximité inqualifiable, n'est-ce pas, des enseignants et de leurs élèves, notamment des filles et des professeurs. Et je me rappelle, parce que j'étais en Juan à ce moment-là, j'enseignais là-bas, et il y a eu des scandales autour d'un professeur tunisien qui était très très beau et que toutes les filles se disputaient, les filles scolaires, n'est-ce pas? Et il semble qu'il y avait un chien dans sa cour et pour dire que la personne a été intéressée par ce professeur, on disait Brahimli. Et il y avait aussi un autre slogan qui était Narnajao, c'est-à-dire que chacun voulait, n'est-ce pas, connaître ce professeur.
Donc, et c'est de là où, effectivement, la déontologie de l'éducation et des enseignants a commencé à se dégrader, dans la mesure où on pouvait obtenir des notes parce qu'on connaissait le professeur, hein, où on avait même des accointances, n'est-ce pas, intimes avec certains professeurs. Donc là, je peux dire, pour répondre un peu à la question de savoir est-ce que sont devenus, n'est-ce pas, les cadres après Alisson Ali, etc., eh bien, même s'il y en avait, mais il n'y aurait pas eu suffisamment de cadres pour les écoles qui s'ouvraient. Hein, parce que non seulement Alisson Ali avait axé sa politique culturelle et éducative sur la technique, hein, il y avait des professeurs donc, dans la Polytechnique d'Anjouan, il y avait d'autres institutions. Eh bien, la formation professionnelle. Voilà, eh bien, ça n'a pas été préparé. Ici, tout ce que le souhait de tous les étudiants et de tous les parents, c'était que les enfants deviennent médecins ou professeurs, hein, ou administrateurs. Donc, et c'est comme ça qu'on n'a pas eu une préparation suffisante pour des enseignants dans d'autres disciplines. Très bien. Comme on l'a dit, c'est une série d'émissions. Aujourd'hui, on a abordé le volet des causes économiques que M. Aboubacar Ben Salim nous a présenté brièvement parce que le sujet est très large et les faits historiques très nombreux. Nous allons nous arrêter là. Je vais juste lui laisser le dernier mot pour conclure cette partie et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Donc, ce ne sera pas le mardi, mais le lundi. On s'excuse pour aujourd'hui, pour ceux qui nous ont suivis depuis la semaine dernière. Lundi prochain pour un autre épisode à 11h. Je vous en prie pour la conclusion de l'émission. Oui, ben, en conclusion, je vais citer, je vais donner une citation des auteurs, n'est-ce pas, d'un auteur qui a bien analysé la colonisation sur ce plan-là, et qui dit ceci: ce qui qualifie l'Occident, c'est son mode de production, le capitalisme, et sa domination historique violente sur d'autres peuples. Cette domination brutale et destructrice des économies des pays dominés renforce la haine de l'Occident chez les peuples dominés et par conséquent tout ce qui est véhiculé par la pensée occidentale. On peut, là je cite maintenant, c'est Aimé Césaire, l'autre c'est... Pardon. On n'en peut plus de tant de mensonges, de tant d'abominations. C'est Aimé Césaire, dans Cahiers d'un autre pays natal, lorsqu'il a constaté qu'effectivement, il n'y avait plus d'autre solution à la haine du colonisateur vis-à-vis du colonisé et à cette domination brutale. Voilà, c'est en conclusion ce que je voulais dire. Très bien, merci M. Aboubacar Ben Salim de nous d'avoir partagé avec nous vos connaissances et vos réflexions. Comme j'ai dit à nos auditeurs et aux fidèles de la page Facebook de Haïba FM, on se donne rendez-vous donc lundi prochain à 11h pour une autre partie de cette émission. Nous avons vu les causes économiques et la semaine prochaine, nous vous parlerons de... attendez que je ne me trompe pas, monsieur peut-être me donner un coup de main. Oui, ce seraient les causes militaires. Voilà, les causes militaires qui expliquent un petit peu la situation de l'usage de la langue française dans notre pays, ici les Comores, et jusque-là, portez-vous bien. Et bon Ramadan à vous tous. Vous qui êtes en France, puisque vous avez commencé aujourd'hui, et pour ceux qui sont ici, on démarre demain. On espère qu'on passera un bon mois de Ramadan dans la prière et dans la joie, Inch'Allah.